écoutez, je propose que nous recommencions. Donc après un long, très long, trop long excursus historiographique, incomplet malgré tout, mais trop long mais incomplet, c'est ce qu'il y a de pire. Mais enfin, en tout cas, après cet excursus dans la querelle des universaux, qui, aux yeux de Victor Cousin, donc père de l'histoire de la philosophie à la française et en France, constituait cette querelle la philosophie scolastique tout entière. Il est temps, pour approfondir un peu notre réflexion sur l'archéologie philosophique et l'histoire des idées, il est temps de faire le point, de voir ce que, grâce aux universaux, nous avons appris sur ce qui, ou de ce qui, plus exactement, de ce qui lie genèse et structure dans la saisie d'un processus historique en histoire de la philosophie, mais aussi plus radicalement dans la philosophie comme histoire. Alors je résumerai cela en... j'ai compté 16 points, mais enfin il ne faut pas trop... Il ne va pas être trop précis, on est toujours à la merci d'une digression. Mais... Alors, nous avons vu, premier point quand même, celui-là, bon, nous avons vu comment le schème théorique articulé par Aristote dans le Péri-Herménéias, mot, concept, chose, avait fonctionné par une sorte de mouvement rétrograde ou récursif comme schème d'interprétation du scopos, du but, de l'objet, des catégories d'Aristote, puis par voie de conséquence de l'eisagogé de Porphyre, eisagogé, introduction aux catégories d'Aristote. Nous avons vu ensuite, c'est le deuxième point, comment ce triangle sémantique d'Aristote, mot, concept, chose, avait prédéterminé les modèles d'interprétation surimposés ou substitués au questionnaire original de Porphyre, en dictant, pour ainsi dire, d'avance, en dictant, pour ainsi dire, a priori, les trois seules positions concevables à partir de cette donne initiale. Le réalisme, le nominalisme, et en position intermédiaire, comme les concepts sont intermédiaires entre les mots et les choses, le conceptualisme. C'est le schéma que l'on trouvait, par exemple, chez Thomas Reid. Nominalisme, voix, nom, avec Rosselin pour les voix, Abélard pour les noms. Concept, conceptualisme, chose, réalisme. C'est ce même schéma triangulaire que vous retrouveriez et que nous avons vu à l'œuvre aussi bien chez Dugald Stewart, chez Gérando, chez Victor Cousin et leurs sources respectives. Troisièmement, nous avons vu ainsi que le schéma ou triangle sémantique du Péri-Herménéias, qui est un micro-exemple d'a priori historique, avait gouverné sur la longue durée non seulement la définition de l'objet des catégories et de l'eisagogé, mais encore par son élévation, disons, au rang non plus seulement de schème sémantique, mais de schème épistémique, il avait gouverné la lecture, la réécriture ou l'abandon du problème de Porphyre dans la formulation que Porphyre lui avait originairement donnée. Quatrièmement, nous avons pu suivre ainsi non seulement les premières et décisives lignes de l'histoire de l'interprétation du texte, de l'eisagogé, mais encore la construction progressive des positions philosophiques mobilisées par les premiers historiens au XVIIe et XVIIIe siècle. Autrement dit, réalisme, conceptualisme et nominalisme,
positions philosophiques qui sont reprises par les philosophes et les historiens au début du XIXe siècle, et parfois, aujourd'hui encore, à l'œuvre, en logique, en psychologie, en ontologie ou en métaphysique. Cinquièmement, dans le même temps, et pour ainsi dire parallèlement, nous avons vu que la distinction entre ce que j'appelais les trois états de l'universel, distinction forgée au 5e, 6e siècle par le néoplatonicien d'Alexandrie, Ammonius, fils d'Hermias. Autrement dit, pour ces trois états, ce qu'il a appelé avant le multiple, dans le multiple et après le multiple, distinction devenue chez les latins du XIIIe siècle avant la chose, ou les choses, dans la chose, les choses, après la chose, les choses, ante rem, in re et post rem. Donc nous avons vu que cette distinction des trois états de l'universel, directement issue de l'exégèse du questionnaire original et originel de Porphyre, eh bien que cette distinction des trois états avait eu un destin propre. Elle a eu son propre destin. Et elle a joué un rôle dans l'histoire de la querelle médiévale des universaux. Sixième point, résumant tout ce qu'on vient de dire, ce sont deux schémas différents qui ont porté en sous-main la réception et les métamorphoses du questionnaire de Porphyre. Le schéma récursif du péri-herménéas, mot, concept, chose, et le schéma concordiste, censé harmoniser toutes les positions philosophiques viables, autrement dit platoniciennes et aristotéliciennes, mises en place par Ammonius. L'universel avant le multiple, dans le multiple, après le multiple. Septième point, nous avons vu que les premiers historiens modernes de la querelle des universaux avaient tenté de connecter, de mettre en relation le conflit entre ce que les médiévaux appelaient eux-mêmes les sectes médiévales, donc mettre en connexion, mettre en relation le conflit des sectes médiévales avec le conflit de trois des écoles philosophiques de l'Antiquité. Ça, les historiens ont tenté de faire correspondre ces deux fois trois. Alors, lesquelles écoles philosophiques de l'Antiquité? L'école de Platon, l'école d'Aristote et l'école de Zénon. Autrement dit, l'école stoïcienne. Rejoignant ainsi, les historiens qui ont tenté cela au XVIIe et XVIIIe siècle ont rejoint ainsi, par leur propre voix à eux, une des dimensions authentiques du questionnaire original de Porphyre, que pourtant on tendait à oublier de façon croissante, ce questionnaire original, au bénéfice du questionnaire issu de la projection du modèle mot, concept, chose sur l'Eisagogé. Alors c'est ainsi que, huitième point, un gérando ou deux gérandos, suivant l'historiographie du XVIIe et du XVIIIe siècle, s'appuyant sur cette historiographie. Gérando connecte expressément le schéma des trois états de l'universel, anterem, in re, post rem, avec les trois positions antiques, les trois écoles et les théories caractéristiques de ces écoles antiques. Le platonisme des idées, ante rem, le réalisme aristotélicien des formes immanentes, des formes engagées dans la matière, in re, et la doctrine de l'abstraction
qui l'accompagne, ce réalisme des formes immanentes, doctrine de l'abstraction, à laquelle j'ai fait brièvement allusion à la fin du cours précédent en parlant des formes engagées dans la matière qui devaient en être dégagées afin d'être reçues dans l'intellect matériel ou possible. Bon. Donc le platonisme des idées, le réalisme aristotélicien des formes immanentes et la doctrine de l'abstraction qui va avec, et enfin le conceptualisme stoïcien. Voilà Gérandeau, les trois états de l'universel et les trois écoles antiques. À l'universel avant la chose correspond la philosophie de Platon et l'affirmation de ce que Gérandeau appelle l'existence antérieure et surnaturelle des types, avec un grand T, ou idées. C'est des expressions de Gérandeau, ça, hein, c'est pas de moi. Existence antérieure et surnaturelle des types ou idées. Dans la chose, Aristote, existence réelle et physique, dit Gérandeau, des universaux unis matériellement à des individus, mais détachables d'eux pour être représentés dans l'esprit. Ah, c'est beaucoup plus facile comme ça hein, que, comme je disais à la fin de l'heure précédente à propos de l'abstraction selon Averroès. Mais c'est la même doctrine. Simplement, elle est présentée maintenant de manière que je n'ose qualifier devant cet appareil de torture de user-friendly. Hein. Existence réelle et physique des universaux, unis matériellement à des individus, mais détachables d'eux pour être représentés dans l'esprit. Les ci-devant formes intelligibles sont devenues maintenant des représentations abstraites. C'est commode. Enfin, bon. Après la chose, c'est pas si commode que ça, parce qu'il y a les concepts quand même. Existence dans l'esprit, qui les conçoit par comparaison et leur impose un signe. Je vous disais que, évidemment, c'était le grand problème du XVIIIe et du XIXe siècle que de distinguer nominalisme et conceptualisme. Mais là, on se dit que le problème, ça serait plutôt de distinguer l'universel dans la chose en tant qu'il est détaché des individus pour être représenté dans l'esprit et le concept qui est conçu par l'esprit par comparaison et qui se voit imposer un signe qui désormais le représentera. Bon, ne perdons pas courage. 9e point, le problème est de connecter donc cette tripartition avant la chose, après la chose, dans la chose. C'est très beau comme ça. Hein, bon. Mais il faut connecter cela maintenant à quoi? Eh bien, précisément, à la tripartition dérivée du péri-herménéias, à ce qu'on a tiré du schème récursif, mot, concept, chose, d'Aristote. Car dans cette tripartition-là, mot, concept, chose, les protagonistes naturels ne sont pas Platon, Zénon et Aristote, mais Platon, Aristote et normalement une position philosophique, le nominalisme radical de Rosselin, hein, réduisant les universaux à des voix, à des bruits, des bruits sonores, à du babil, hein, que l'on ne peut précisément faire correspondre ni à l'universel postrème, ni à Zénon. Donc, comment intégrer le nominalisme au schéma récursif du péri-herménéias sans le confondre avec le conceptualisme? C'est un vrai problème, c'est le 10e point, qui pose celui de la distinction même entre conceptualisme et nominalisme et qui pose le problème du bien fondé de cette distinction. Mais le problème n'existe pas que pour moi, il existe évidemment pour tous les interprètes à partir du XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. Et le problème est résolu à un premier niveau en distinguant les positions de Zénon
et de Rosselin, Zénon, le concept, Rosselin, le bruit de voix, tout en les rapprochant parce qu'elles ont formellement ces deux positions, qui sont pourtant de prime abord bien différentes, hein, en les rapprochant parce qu'elles ont en commun. Or, qu'est-ce qu'elles ont en commun? Eh bien, le rejet de Platon et d'Aristote, le ni Platon ni Aristote. Ce qui revient, au fond, conceptuellement, si vous voulez, à articuler 4 positions en losange, n'est-ce pas, avec 2 triangles qui communiquent par une base, comme le suggère un passage de Brooker. Donc, le grand historien, hein, l'auteur de l'Historia Critica, dont on a abondamment parlé dans les séances précédentes. Et voilà donc le schéma. Avant la chose, Platon, après la chose, Zénon, dans la chose, Aristote, ni avant ni dans Rosselin et Abélard. Et évidemment, si j'étais un virtuose du PowerPoint, hop, on ferait remonter le triangle du bas sur le triangle du haut. Et je pourrais vous vendre une voiture ou je ne sais pas quoi. Enfin, je veux dire, bon, c'est quand même à ça que ça sert, mais bon. Je n'y suis pas encore. Mais ce point-là et ce point-là vont devoir se rapprocher d'une manière ou d'une autre. Dans la seconde étape, c'est bien ce qu'on fait, n'est-ce pas? On fait monter Abélard, qui est en bas, là. Il se passe bien quelque chose quand même. Abélard, qui est ici, monte en position conceptualiste en réduisant le losange à un triangle. Et c'est la position de Victor Cousin. Les voix, les noms, le nominalisme, Rosselin. Le conceptualisme, Abélard. Les choses, le réalisme, Guillaume de Champeau. 12e point. La solution trouvée au problème de l'intégration du nominalisme au schéma récursif du péri-herménéias, qu'on a sous les yeux là, consiste à mobiliser le schéma pour un nouvel usage. Le triangle des mots, des concepts et des choses, qui est issu du premier chapitre du péri-herménéias, connaît un second usage historiographique, en dehors de celui que vous avez sous les yeux, mais qui va permettre d'intégrer vraiment le nominalisme au schéma récursif du péri-herménéias, le nominalisme dans tous ses états, si je puis dire. Ce second usage historiographique, il est attesté dès les premières histoires modernes de la philosophie, notamment chez Morhof, qui est suivi par Gérando. C'est la distinction de ce qu'on avait appelé la semaine dernière les 3 familles du nominalisme. Mobilisation, donc, de ce schéma, hein, qui fait place à l'expression pour Abélard, mais non abélardienne, de fundamentum in re, de fondement dans la chose, dont j'avais dit qu'elle était attestée à partir de Thomas d'Aquin, c'est-à-dire un siècle plus tard. Voici le dispositif de Morhof. 3 familles de nominalistes articulées en triangle avec les voix, les concepts et les noms, avec un petit quelque chose en plus, le fundamentum in re. Et ce triangle est posé sur une base en rouge qui est celle des choses. Il y a les choses, et puis il y a 3 variétés de nominalisme qui rendent compte, chacune à sa manière, de ce qu'est l'universel dans son rapport aux choses. Soit un bruit de voix, soit un concept, soit un mot ou un nom ayant fundamentum in re, une fondation, un fondement dans les choses. Donc c'est le 13e point,
posé sur la base des choses, le triangle sémantique et épistémique du Péri-Arménéas fait se distinguer et s'affronter le nominalisme de Rosselin, radical, le conceptualisme de Zénon et des disciples de Zénon, le conceptualisme stoïcien, étant entendu qu'il doit bien y avoir des médiévaux qui le soutiennent, sinon... et le péripatétisme d'Abélard. Donc vous voyez, les trois familles du nominalisme, en fait, c'est une famille un peu agitée quand même. Hein. C'est une famille où tout le monde ne s'entend pas bien, manifestement, puisque de Rosselin à Abélard, l'écart est quand même gigantesque quand on réfléchit bien. Alors, posé sur la base des choses, donc le triangle sémantique épistémique du Péri-Arménéas fait se distinguer et s'affronter le nominalisme de Rosselin, le conceptualisme stoïcien et le péripatétisme abélardien, en combinant seulement deux variables, le langage et l'esprit, les choses étant ce sur quoi repose la structure. C'est le cas donc chez Gérando, où l'on voit donc en outre, sous l'expression thomiste de fundamentum in re, affleurer ce qui était un des points que j'aurais aimé pouvoir développer plus à fond dans ce séminaire, l'équivalence entre être fondé dans, avoir quelque chose à la base qui vous fonde, hein, être en hypostase, avoir une hypostase et exister. Hein. Être fondé dans, exister au sens d'exister dans, hein, en étant fondé dans quelque chose. C'est un lointain écho, je pense, de la distinction entre avoir hypostase et exister, entre Danaïde et avoir disons, en grec, on dirait que c'est capté par les substantifs hypostase, hypostasis et hyparxis, existence. Hein. Mais dans les deux cas, c'est avoir une base, avoir quelque chose. Ça ne flotte pas en l'air. Hein. Il y a quelque chose à la base. Bon, en tout cas, ne nous perdons pas dans les détails, mais voyons le système de Gérando, pour finir, hein, la manière dont il articule en dernier ressort cette affaire de la querelle des universaux. Il y a les partisans, au fond c'est les trois familles du nominalisme qui se querellent hein, ici, mais bien sûr c'est les réalistes qui vont avoir le dernier mot, et les réalistes on ne les voit pas pour le moment, mais ils vont faire un retour spectaculaire par le biais du péripatétisme qui va triompher au fond. Et pas au nom d'Abélard, mais enfin bon, peu importe, au XIIIe siècle, on ne parle plus de la querelle des universaux parce que le réalisme a triomphé. Hein, bon. Donc, au XIVe, ça recommence parce que le nominalisme se réveille. Bon, mot, nominalisme, radical, Rosselin. Phrase de Gérando, les universaux n'existent pas même dans l'esprit. Ils n'existent tout simplement pas. Ils n'ont pas de base dans les choses, ils n'ont pas de base dans l'esprit, ils n'existent nulle part, ils n'existent pas. À l'opposé, les universaux sont des noms fondés dans l'esprit et dans les individus. Ils ont un double fondement, dans la pensée et dans les choses. Ces noms. Les universaux sont des noms, mais il y a un fondement à ces noms dans l'esprit et dans les choses. C'est la thèse péripatéticienne d'Abélard. Et puis, en haut, vous avez le conceptualisme. Les universaux sont des opérations de l'esprit et n'existe que dans l'esprit. Et là, Gérando a un coup de génie, puisqu'en parlant d'opération de l'esprit, il nous met sur la piste de ce que j'ai appelé il y a 2 séances la théorie de l'acte, qui restait un peu obscure.
quand on a évoqué Descartes, n'est-ce pas? Mais on y reviendra l'année prochaine à ces questions des opérations de l'esprit. Hein. Mais en tout cas, vous voyez que on a ici et maintenant posé sur la base des choses, concilié à peu près tout ce qu'on essayait de concilier, à savoir la théorie des trois états de l'universel, les sectes médiévales, les écoles antiques et le schème récursif tiré du Péri-Herménéas. Point 14, le nominalisme a nourri deux scénarios nationaux, deux intrigues identitaires. On a vu le scénario anglais via Ockham, qui fait du nominalisme qui renaît au XIVe siècle et qui l'emporte, qui fait du nominalisme un trait du naturel philosophe britannique. Vous trouvez ça chez nos auteurs écossais. Et il y a le scénario opposé, qui est le scénario français, qui, via Abélard, fait du conceptualisme, mais alors effectivement, Abélard conceptualiste, c'est-à-dire le Abélard de Victor Cousin, pas celui-là, hein, qui fait du conceptualisme un élément natif de la philosophie française. Donc c'est Victor Cousin, ici, pardon, excusez-moi, Abélard, concept, Rosselin, Voinon, Guillaume de Champeau, réalisme. Mais Morhof, Abélard, est descendu d'un étage. Le 15e point, qui vous aura donné le tournis, comme il me l'a donné à moi-même, c'est que nous avons vu passer Abélard, le malheureux, d'une position à une autre, d'une école à une autre, du XVIIe au XIXe siècle. Abélard a occupé littéralement, il est comme Victor Hugo, toutes les positions sur l'éventail politique, n'est-ce pas? Eh bien, Abélard a occupé tous les sommets du triangle sémantique et de son double épistémique, au gré donc des interprétations. Il a été nominaliste avec Reid et Dugald Stewart, il a été conceptualiste avec Cousin, et il a été péripatéticien, c'est-à-dire nominaliste partisan d'un fundamentum in re avec Morhof et Gérando. Donc il s'est baladé sur, si j'ose dire, sur les trois sommets, mots, plutôt voix, concept, chose, du triangle sémantique du Péri-Herménéas. C'est pour cela que nous étions un peu embarrassés au cours des 2 dernières séances, puisque nous ne comprenions pas ce que pouvait bien être cette affaire avec un philosophe de référence qui occupe successivement les 3 sommets du triangle censé mettre en place les oppositions irréconciliables entre thèses philosophiques fondamentales. Bon. 16e point, onomastiquement, nous avons vu que les médiévaux eux-mêmes ne se définissaient jamais comme conceptualistes, que le mot conceptuales, le mot latin, les conceptuels, les conceptualistes, n'était pas médiéval. Nous avons vu qu'il était tardif. Nous l'avons vu apparaître avec Morhof, repris par Brooker. Nous avons vu qu'il était, donc au XVIIe siècle, hein, nous avons vu qu'il était peu attesté avant que Victor Cousin ne l'impose, et n'impose la notion de conceptualisme, parce que c'est vraiment lui qui l'a imposé. Nous avons vu qu'aucun des grands protagonistes de la querelle des universaux au XIIe siècle ou au XIVe, et qu'aucun des scolastiques du XIIIe, enfin on l'a vu, plus exactement, je n'ai pas trouvé une possibilité de vous montrer que le terme aurait été attesté, donc comme je n'en ai pas parlé, vous avez vu qu'il n'y était pas. Nous avons vu qu'aucun des médiévaux, au fond, n'utilisait le mot tyrones ou turones, ni n'utilisait le mot verbales ou verbales, les bleus, les débutants ou les verbaux, les verbalistes,
allégués par Morhof et par Brooker pour désigner les nominalistes. Alors que le seul mot médiéval, vocales, qui lui existe bien, pour les vocaux, pour désigner les partisans de Rosselin, ce terme-là, eh bien, qui était utilisé à l'époque de Rosselin, qui était utilisé à l'époque d'Abélard, etc., semble inconnu des historiens du XIXe. Donc c'est quand même assez drôle. Il nous renvoie à des termes que personne n'a utilisés au Moyen-Âge pour désigner les nominalistes, turones et verbales, et en revanche ignore le seul mot qu'on utilisait au Moyen-Âge de façon un peu péjorative à la fin même, vocales, les vocaux, ceux qui soutiennent que les universaux ne sont que des bruits de voix. Donc l'archéologie philosophique, si elle a la moindre utilité, a au moins l'utilité de remettre en cause et en perspective, historiquement et philologiquement, les grilles d'interprétation imposées rétrospectivement par les historiens à la materia, au sens de matière, comme on dit matière de Bretagne, etc., les scénarios médiévaux. Bon, mais qu'est-ce que l'archéologue peut substituer aux grilles traditionnelles pour rendre intelligible l'évolution des discours? C'est bien gentil de dire, bon, nominalisme, conceptualisme, réalisme, ça ne capte pas la réalité historique, mais qu'est-ce qui la capte, la réalité historique? Comment introduire de l'intelligibilité en histoire des idées sans reconduire les diverses mythologies que l'on retrouve à l'œuvre dans la lecture d'un Cousin, Abélard, premier grand philosophe français, ou d'un Gérandeau? De quoi va-t-on faire l'histoire si l'on ne fait pas l'histoire du conceptualisme ou du nominalisme, tel qu'on les comprend dans l'horizon historiographique cousinien? Comment faire de l'histoire sans faire du cousin? Eh bien, la confrontation entamée il y a 5 ou 6 séances, 4 séances, entre le questionnaire original de Porphyre dans l'Isagogé et le questionnaire de Proclus sur le mal suggère une réponse. Il faut suivre en détail et au plus près l'exégèse des textes fondateurs et l'histoire de la constitution, de la transmission et de la reproduction des corpus littéraires. Les distinctions conceptuelles, les règles, les principes, les théorèmes mis en œuvre dans la réception et la discussion des textes fondateurs, ce sont les premiers objets de l'archéologue. Ce ne sont évidemment pas les seuls, mais ce sont les premiers objets. Ce sont les plus immédiats, ce sont aussi des déclencheurs, des orienteurs, des incitateurs pour des recherches nouvelles, ou, si vous préférez, des aiguilleurs, des échangeurs, peut-être conceptuels, pour de nouveaux parcours. Les distinctions, les règles, les principes, les théorèmes. L'étude de la distinction entre l'épinoïa et la pseudo-épinoïa conduit, je l'ai entamée, je la reprends, conduit à s'intéresser à l'histoire des objets imaginaires. Et plus généralement, elle conduit à s'intéresser au problème de la référence vide. Elle conduit à s'interroger sur le rapport entre universel, néant et fiction. Et par là même, elle conduit à s'interroger au bon niveau, au juste niveau, sur le rôle du stoïcisme dans la geste de l'universel. Car on a bien raison de parler de stoïcisme, mais la raison qu'on a de parler du stoïcisme n'est précisément pas celle qu'on a vue jusqu'ici avancer par les historiens du XVIIe, XVIIIe, XIXe. Donc je reviens au problème du mal et aux êtres imaginaires, laissés en suspens, j'ai pris la précaution de noter la date, lors du séminaire du 10 avril. Après une confrontation entre le questionnaire original de Porphyre sur le statut ontologique des genres et des espèces, et le questionnaire de Proclus sur le statut ontologique du mal. Et après un premier examen de la notion de
parhypostase, entendue comme existence latérale, parasitaire, de ce qui est sans avoir une hypostase, un fondement, une base ou une existence propre. Après cette confrontation qui nous avait permis d'établir que, par-delà la différence des siècles et des idiomes, des auteurs comme Augustin, Proclus, Denis le pseudo-aréopagite et Isaac le sébastocrator, que vous n'avez pas oublié, j'espère, eh bien, ces auteurs se rejoignaient pour dire que le mal est un parasite du bien. Après cela, nous avions indiqué que nous étions loin d'en avoir fini avec le mal, loin d'en avoir fini avec le non-existant, loin d'en avoir fini avec le parhypostatique, avec le double parallèle entre la question des universaux et celle du mal, d'un côté, double parallèle entre la question des universaux et celle du mal, d'une part, et la question du statut des universaux et celle du statut des fictions, d'autre part. Universaux mal, universaux fiction, les deux se rejoignant, vous allez le voir. Mais les fictions telles que le Buxer, le Buxerf, l'Irco Kervus en latin, Tragelaphos en grec. Nous avions également évoqué le rôle dans cette affaire des stoïciens et annoncé la lecture d'un texte du deuxième livre du commentaire d'Origène sur l'Évangile selon Jean, censé nous éclairer sur ce point. Depuis, beaucoup de temps a passé. Les voix de Brooker, de Morhoff, de Stewart, de Gérando, de Cousin ont couvert la puissante voix du Sébastocrator. Mais bon, il est urgent de reprendre le fil, d'autant qu'il ne reste plus beaucoup de séances. Alors je reprends ce fil et je dis ceci: l'ignorance relative des protagonistes, philosophes ou historiens, à l'égard du passé, lointain voire proche, leur niveau d'information variable, les lacunes partielles des dossiers qui sont suffisamment apparus lors des 3 dernières séances, montrent la nécessité de toujours articuler dans la pratique historienne histoire des corpus et histoire des réseaux, histoire des textes, la constitution des canons textuels d'un côté et l'histoire des réseaux conceptuels de l'autre. Le questionnaire de Porphyre, construit comme il est, le vrai questionnaire de Porphyre, il est construit comme il est sur une première question: les universaux sont-ils de vrais êtres, des vrais êtres ou des concepts vides? Ce questionnaire de Porphyre, construit comme il est, organisant sur la base d'un chiasme donc, entre être et concept, la confrontation du concordisme aristotélico-platonicien avec le stoïcisme, eh bien, ce questionnaire de Porphyre produit des effets au long cours. Et des effets qui sont, pour finir, si on regarde bien, même s'ils ne sont pas entièrement reconnus comme tels par les protagonistes successifs, tous les gens que j'ai évoqués ces dernières semaines, même s'ils ne sont pas reconnus comme tels, le questionnaire de Porphyre produit des effets qui sont, au fond, conformes à sa visée initiale, l'intégration dans le jeu, dans la partie des stoïciens. Un débat, donc, peut continuer à l'insu de ceux qui y participent, à l'insu même de ceux qui conduisent le débat. Dans le cas présent, il faut voir quels sont les complexes de questions et de réponses que la première question de Porphyre suscite, abrite, recueille en route ou transmet en contrebande. Cette première question de Porphyre, c'est une question valise, si je puis dire, et
presque diplomatique, n'est-ce pas, qui peut contenir beaucoup de choses. Donc les complexes questions-réponses relatifs au mal vont nous apporter un éclairage, je crois. À commencer par le texte, sur tous ces phénomènes, à commencer par le texte du deuxième livre du commentaire d'Origène sur l'évangile de Jean, que j'ai annoncé donc le 10 avril. Origène. Origène n'est pas un philosophe. C'est un père de l'Église d'Orient qui est né à Alexandrie vers 185, après Jésus-Christ évidemment, et mort à Tyr vers 253. Il a commenté l'ensemble des Écritures et il est célèbre, n'est-ce pas, pour avoir distingué les trois sens de l'Écriture, le sens littéral, le sens moral et le sens spirituel, trois sens qui correspondent à et sont fondés sur une division tripartite de l'homme en corps, âme et esprit. Corps, âme et esprit, dont nous aurons l'occasion l'année prochaine, n'est-ce pas, de voir l'extraordinaire prégnance dans l'anthropologie philosophique du Moyen-Âge à l'âge classique. Commentant Jean 1, 3. Toutes choses furent par lui. Et sans lui, rien ne fut. Panta di otu e geneto kai, choris otu e geneto ude en. Et vous voyez qu'entre crochets, il y a o gegonen. Parce que, bon, l'exégèse, c'est la ponctuation. Les exégètes construisent le texte qu'ils commentent. Le premier acte de l'exégèse est de construire le texte, de le poser, de définir les poses énonciatives qui en donnent la syntaxe herméneutique, si on peut dire. Et c'est bien célèbre, ça. Omnia per ipsum facta sunt. Toutes choses ont été faites par lui, en latin, et sine ipso factum est nihil, et vous rattachez là ou pas, quod factum est, selon que vous faites de quod factum est la fin de sine ipso factum est nihil, ou bien le début de ce qui suit, à savoir quod factum est in ipso vita erat. Autrement dit, on peut dire toutes choses furent par lui et sans lui rien ne fut de ce qui fut fait. Ou bien, toutes choses furent par lui et sans lui rien ne fut. Quod factum est, ce qui fut fait en lui était vie. Et donc, ce que j'ai mis entre crochets est baladeur. Hein, il appartient soit au texte que vous avez sous les yeux, soit à un texte que vous n'avez pas sous les yeux et qui est la suite immédiate de Jean 1, 3. Alors, quelle est l'importance de ce texte et évidemment, quelle est l'importance de ce phénomène bizarre, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'on va tenir à rajouter quod factum est à sine ipso factum est nihil? Eh bien, parce que rôdent à l'horizon les cathares. Et bien entendu, au Moyen-Âge, n'est-ce pas? Et bien entendu, le manichéisme. Et se pose un redoutable problème qui est de savoir si l'on entend sine ipso factum est nihil, le néant est advenu sans lui, en dehors de lui. Parce que si vous entendez cela, il y a deux principes, il y a l'être et le néant. Il y a deux principes opposés, face à face. Il y a la lumière et il y a l'obscurité. Donc si on dit sine ipso factum est nihil quod factum est, sans lui rien de ce qui a été fait n'a été fait, ça veut dire que tout a été fait en lui et par lui. Si vous entendez ou voulez entendre dans ce qu'il ne dit pourtant pas en grec, mais qui pourrait le dire si on veut vraiment l'y entendre, si vous entendez le néant est advenu sans lui, vous avez une thèse manichéenne ou manichéiste. Et
à prolongement cathare possible au Moyen-Âge. Donc, alors, évidemment, nous sommes face aux Grecs, nous sommes avec Origène, et nous avons choris autou egeneto oude en. Comment entendre ce texte? Donc, ce texte est ce que commente et interprète Origène. Et il y a un problème philosophique et théologique, d'abord et avant tout, qui est facile à saisir. Origène note dans son commentaire que, faute de définir le sens des termes, alors tout, c'est-à-dire panta, toute chose, panta, hein, bon. Faute de définir le sens des mots panta, tout, et uden, rien, on pourrait admettre que, si on ne définit pas bien le sens de ces mots, dit-il, on pourrait admettre que, toute chose étant par le verbe, per ipsum, si, dit Origène, si le mal, la profusion du péché, les vices font partie de panta, de toute chose. Si on classe le mal et tout ce qui s'ensuit dans panta, toute chose, eh bien, si on n'a pas vraiment compris ce que signifiait tout et rien, on va s'exposer à dire que le péché, le mal et les vices qui font partie de tout, panta, eh bien, eux aussi sont par le verbe. Donc là, on n'est pas face au manichéisme, on est face à une autre hérésie qui est que c'est le verbe qui est le principe aussi bien du bien que du mal, aussi bien du mal que du bien, des maux autant que des biens. C'est pour éviter donc de faire du verbe le principe du mal, hein, et des maux que certains ont posé que le mal n'étant rien, puisque le mal c'est rien, hein, ne pouvait être par le verbe. Et c'est cela qu'Origène va discuter en reprenant la distinction de tout et de rien. Il s'agit de savoir comment il faut interpréter toute chose, panta et uden, kai pos tu uden, rien. L'objectif, c'est de démontrer que si tout fut par le verbe, cela ne vaut pas pour les péchés, les amartemata et les chutes, les apotomata. L'archéologie philosophique, vous le voyez, a partie liée avec la philologie. Origène doit démontrer que si tout fut par le verbe, donc que si toutes les créatures furent par le verbe, c'est la théorie de la création dans le verbe, hein. Si toutes les créatures furent par le verbe, cela vaut pour, je cite, les belles actions et les traits de vertu des bienheureux. Alors cela vaut, tous ont été accomplis par le verbe, mais cela ne vaut pas pour les péchés, cela ne vaut pas pour les amartemata. Amartema signifie péché chez Marc, l'évangile de Marc, et pour les chutes, apoptomata. La démonstration de cela est donnée dans un paragraphe qu'il faut lire attentivement. Je cite la traduction de Cécile Blanc dans le volume 120 des Sources chrétiennes, page 267. Voilà le texte d'Origène. Plusieurs ont supposé que, puisque le mal n'a pas d'existence propre, anupostaton einai, de fait, il n'était pas au commencement et il ne demeurera pas éternellement. Alors, ces choses-là, donc, on parle du péché et des chutes, hein, sont le méden, rien, traduit Cécile Blanc.
suite du texte d'Origène, et de même que certains Grecs disent que les genres et les espèces, tagene kai taide, font partie du non-être, einai ton ou tinon. Ou tinon. De même, ils ont pensé que ce qui n'a reçu sa constitution apparente ni de Dieu ni par son Verbe est rien, uden. Alors, chaque terme mériterait un commentaire. Je me borne à ce qui sert mon propos. L'expression « certains Grecs » désigne les stoïciens. Le mal n'a pas d'existence propre, anupostaton einai, est la traduction de ce que l'on aurait pu et dû traduire par « le mal n'a pas d'hypostase, il est anhypostatique ». Il n'a pas d'hypostase, il est anhypostatique. Mais, bon, déjà, ça fait quelques indications, mais voilà le point principal. Contrairement à ce que suggère la traduction de Cécile Blanc, lorsqu'il compare les universaux, ta gene kai ta eide, et le mal, les péchés et les chutes, Origène ne dit pas que, selon les stoïciens, les genres et les espèces font, comme le mal, partie du non-être, mais bien qu'ils appartiennent à la classe des non-quelque chose, ou tinon. Non quelque chose. Il faut les non quelque chose, ou tinon. Il faut distinguer des énoncés comme le mal n'existe pas, le mal n'a pas d'hypostase, le mal n'est pas un quelque chose, le mal est un non quelque chose. Voilà 4 phrases. Ces phrases ne sont pas toutes synonymes. Dans son commentaire de l'Évangile de Jean, Origène évoque la théorie stoïcienne des universaux en utilisant un double registre, un double vocabulaire. Le vocabulaire ontologique, non étant, axé sur l'être, et le vocabulaire tynologique, non quelque chose, axé sur le ti, grec, ti, en latin le quid, ou l'aliquid, le quelque chose. Tynologie, sur cette notion, je vous renvoie à Pierre Aubenc, grand historien de la philosophie ancienne. Aubenc, A-U-B-E-N-Q-E, tout hasard, Aubenc, disaient certains, qui n'avaient pas vraiment compris qu'il était français. Donc Pierre Aubenc, donc, l'auteur de ce texte, Une occasion manquée, c'est un bel article, Une occasion manquée, la genèse avortée de la distinction entre l'étant et le quelque chose. Une occasion manquée, la genèse avortée de la distinction entre l'étant et le quelque chose. Vous trouvez ça dans le beau volume intitulé Études sur le sophiste de Platon, édité par Aubenc et par Michel Narcy, N-A-R-C-Y, paru à Naples en 1991. Donc une occasion manquée, vous retrouvez ça, c'est un des célèbres articles d'Aubenc, où il introduit cette tynologie
Alors, la différence entre ontologie et tynologie est fondamentale. Elle ouvre la voie à une définition de la métaphysique comme science non pas seulement transcendantale, hein, mais, comme on le dit à une certaine époque, surtranscendantale. Surtranscendantale. Hein, dont les premiers essais, chez Timpler, chez Lord Hardus, chez Klauberg, retenez ce nom, Klauberg, C-L-A-U-B-E-R-G, Klauberg, dont on a traduit quelques textes récemment, que vous trouvez chez Vrin, et qui a longtemps passé pour l'inventeur du mot ontologie. En tout cas, Klauberg, post-cartésien, Klauberg est l'un de ceux qui définissent la métaphysique comme science surtranscendantale. Et cette métaphysique définie comme science surtranscendantale va aboutir, disons, à un dépassement de la métaphysique même, dans ce qu'on a appelé la théorie de l'objet quelconque, hein, de Meinong, où donc le grand adversaire enfin, de Russell, Meinong, de l'école de Brentano, Alexius von Meinong, M-E-I-N-O-N-G, l'inventeur de la Gegenstandstheorie, la théorie de l'objet, dont la métaphysique, en tant que science de l'étant, n'est plus qu'une province. Hein. La science la plus générale est la théorie de l'objet, qui englobe la métaphysique, qui est la théorie de l'objet étant. Bon, donc, en tout cas, la différence entre ontologie et tynologie nous invite à distinguer deux positions stoïciennes, et une position forte et une position dure. Et cela va nous permettre d'éclairer le texte d'Origène. La position faible, disons, qu'est-ce que j'ai dit? Une position forte ou dure, n'est-ce pas? Et une position faible, n'est-ce pas, finalement. Bon, ça ne veut... Deux positions, et il n'y en a qu'une, évidemment. Bon, ça, c'est comme les bons spécialistes comptent sur le doigt de la main, dont parle Freud dans un texte sur les lapsus, n'est-ce pas? Un éminent professeur de médecine à Vienne, bon spécialiste, il parlait de lui, évidemment, se compte sur le doigt de la main. Bon, là, les deux positions ne sont pas la même, quand même. Une position forte et une position faible. La position faible est décrite par Sénèque dans la lettre 58. Au-dessus du genre suprême de l'étant, du quod est, du ce qui est, les stoïciens veulent placer un généralissime, si je puis dire, absolu, le quid, le quelque chose. Ce quelque chose, ce genre général, ce qui est, n'est-ce pas, que les philosophes habituellement saluent comme le plus élevé, eh bien, serait dépassé par le quelque chose en général, hein, qui serait le généralissime. Hein. C'est clair? Vous avez, pour tout le monde, le genre suprême, c'est ce qui est, l'être. Hein. Pour les stoïciens, il y a quelque chose au-dessus de l'être, de plus général que l'être, qui est le quelque chose en général. Alors, voilà le texte de la lettre 58, mais comme le temps presse, je passe tout de suite à la traduction. Le premier genre, dans l'opinion de certains stoïciens, est quelque chose. Donc c'est quid. Primum genus stoicis quibusam videtur, quid, quibusam. Certains stoïciens, pas tous. Quid. Voici sur quoi ils fondent leur opinion. Dans la nature, dit-il, il y a des choses qui sont. Il y a des choses qui ne sont pas. Quedam sunt, quedam non sunt. Or, la nature embrasse les choses qui ne sont pas. Ce qui se présente à l'esprit
comme les centaures, les géants, et tout ce qui issu d'une pensée fausse, falso cogitatione, 2 lignes avant la fin, formatum, coepit abere aliquam imaginem. Eh bien, tout ce qui, issu d'une pensée fausse, a commencé à prendre une consistance d'image, quam vis non habeat substantiam, tout en n'ayant pas de substance, tout en étant dépourvu de substance, tout cela qui se présente à l'esprit, comme les centaures et les géants, eh bien, fait partie, est compris dans la nature, puisque la nature embrasse aussi bien les choses qui sont que les choses qui ne sont pas. Donc, selon cette position, le quid, le quelque chose en général, embrasse à la fois les êtres et les non-êtres comme les fictions, qui sont issues d'une pensée fausse, falso cogitatione formatum, et qui sont privées de substance, entendez, qui n'ont pas d'hypostase, qui n'ont pas de corps à la base. Ce type d'ontologie, impliqué dans le questionnaire original de Porphyre, selon moi, est en fait une tynologie, incluant une ontologie, comme mutatis mutandis, la théorie des objets de Meinong inclut de nos jours la métaphysique de l'étang. Cette tynologie a pour articulation le schéma suivant. Donc il faut distinguer quelque chose, non quelque chose, étant et non étant. L'opposition fondamentale, la plus élevée, l'opposition la plus générale, l'opposition des oppositions, si je puis dire, c'est l'opposition entre ti et outi, quelque chose et non quelque chose, et est subordonné au ti, to on et to meon, étant et non étant. Tous les stoïciens s'accordent pour placer dans la colonne to on, étant. Si je pouvais continuer, n'est-ce pas, j'écrirais sous to on, eh bien, ce qui est de l'étang. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme étang? Il y a les substrats, sujets, autrement dit, les corps. Étant toujours les qualités de ces corps, étant toujours les manières d'être de ces corps, et enfin les manières d'être relatives. Donc sujet, qualité, manière d'être relative. Voilà de l'on, de l'étant. Le non-étant, eh bien, ce sont les incorporels. Les incorporels sont du non-étant. Qu'est-ce qu'il y a comme exemple d'incorporel? Le lecton et le KTON, en français, on écrit ça comme ça, enfin c'est du grec évidemment, mais bon, mais on a gardé le mot, le lecton ou disciple, le disciple, enfin, autant garder le mot grec, le lecton. Bon, alors le lecton est un incorporel, mais il y en a d'autres. Il y a le vide, il y a le lieu, et il y a le temps. Donc lecton, vide, lieu, temps, se range dans la colonne non-être, to meion. Étant et non-étant, corps et incorporel, manière d'être des corps et incorporels sont subordonnés tous au ti. C'est du quelque chose. Ce qui est placé dans la colonne non-être, meion, ce sont les entités qui n'ont pas d'hypostase
propres. Elles n'ont pas d'hypostase à elles. Elles ont hypostase en dépendance d'autre chose. Hypostase en dépendance d'autre chose. C'est le cas des fictions pour Sénèque et des incorporels comme le lectone. Cette thèse est bien connue des anciens, de Porphyre à Sextus Empiricus. Dans ses notes sur la sentence 44 de Porphyre, où Porphyre soutient que le temps accompagne l'activité de l'âme et subsiste en dépendance du mouvement de l'âme. Dans ses notes donc, sur la sentence 44 de Porphyre, Jean Pépin, qui est cité en bas donc, et la sentence, c'est en dépendance du mouvement de l'âme que subsiste le temps, parufistatae. Donc, dans ses notes, Jean Pépin évoque le témoignage du contre les mathématiciens qui passe tous les autres en importance, dit-il, puisque on y apprend que dans la sémantique stoïcienne, le signifié est la chose même manifestée par le son vocal, chose incorporelle et exprimable que nous appréhendons comme subsistant en dépendance de notre pensée. Alors rappelez-vous de notre lointain conceptualisme, on commence à comprendre un peu mieux ce que ça veut dire, que le fait que le signifié subsiste en dépendance de notre pensée. Il a hypostase dans notre pensée. Dire que le lectone n'a d'existence que subordonnée à la représentation rationnelle, qu'il n'a qu'une existence subordonnée à la pensée, c'est dire qu'il n'a pas d'hypostase propre. Vous voyez, se nouer vraiment ces notions fondamentales de l'ontologie grecque de l'époque. Exister de façon autonome par soi, c'est avoir sa propre hypostase. Les incorporels, donc, ont un mode d'être par hypostatique. Est-ce le cas des universaux? Est-ce que vous allez classer les universaux dans to meion ou pas? Pour la position faible, oui, les universaux relèvent du non-être, to meion, exactement comme le signifié, comme le lectone, comme les fictions. Pour la position dure, non. Pour la position dure, les universaux ne relèvent pas du non-être. Ils ne relèvent pas de l'être. Donc, s'ils ne relèvent ni de l'être ni du non-être, ben, ils ne relèvent pas du quelque chose. Alors, de quoi relèvent-ils? Eh bien, de l'outil, du non quelque chose. Ça, c'est la position dure. Dans la position dure, les universaux ne relèvent pas du non-être, donc du ti, mais de l'outil, du non quelque chose. Si l'on ose dire, ils relèvent du rien de rien. Ils sont rejetés de la sphère du quelque chose. Les incorporels, le disciple, le lectone, le vide, le lieu, le temps, sont à la fois non-étant et quelque chose, parce qu'ils entrent dans la sphère du ti. Si l'on soutient que les universaux sont des non-quelque chose, ou ti, ça veut dire qu'ils n'ont aucune réalité, même dans la pensée. Dans la position dure, donc, stoïcienne dure, l'universel n'a pas même le statut ontologique d'un personnage de fiction. Il n'a même pas le statut du bouxer.
Lang et Sedley, dans leur livre classique sur la philosophie hellénistique, résument la chose de la façon suivante. Il n'y a tout simplement rien, aucune chose qui soit l'homme universel. Pas même à la manière dont un personnage comme Mickey existe. Donc l'universel n'est même pas une fiction. Le texte de Long et Sedley, qui est la plus belle grande anthologie sur la philosophie hellénistique commentée, existe maintenant en français. Je l'ai cité en anglais, pensant au traducteur, mais c'est en livre de poche même. Donc, voilà, c'est de cette acception de l'universel comme moins que rien que témoigne le texte d'Origène quand il place l'universel dans la sphère du non quelque chose. Vous voyez, ou tinon. Donc c'est grave de traduire font partie du non-être en attribuant ça à certains Grecs au sujet des genres et des espèces. Ces Grecs-là, ces stoïciens-là, sont les partisans de la position dure qui place les genres et les espèces dans le non quelque chose, c'est-à-dire dans le rien du tout, et pas dans l'univers de la fiction, qui est quand même quelque chose, même si la fiction n'est rien d'étant. Quelle que soit la position adoptée, en tout cas, la question se pose de savoir, en ayant lu maintenant le témoignage d'Origène et en le prenant au sérieux sur la base de ce qu'il veut dire vraiment, la question se pose de savoir, la vraie question qui se pose, c'est de savoir si les universaux ont le statut par hypostatique d'existence latérale parasitaire des fictions dépendant de la pensée, ou s'ils n'ont même pas ce statut, s'ils ne sont littéralement rien de rien. On répond dans un sens ou dans l'autre, mais dans tous les cas, la comparaison avec la fiction est déterminante. L'universel a-t-il au moins le statut d'une fiction ou pas? Donc la mention du personnage de fiction nous ramène au Tragelaphos, et à la distinction évoquée dans le séminaire du 27 mars entre Psylé epinoia et epinoia, entre Buxer et universel abstrait. Le Tragelaphos, donc, ce personnage, si je puis dire, théorique, philosophique, qui intervient dans le Péri-Herménéas, comme exemple de, précisément, chose qui n'existe pas, il n'y en a pas de Buxer, et nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, mais je ne veux évidemment pas vous laisser partir sans vous montrer de bien belles images de Tragelaphos, comme on dit à la télévision, de bien belles images de Tragelaphus strepsiceros mâle, comme on aimerait en voir plus souvent, eussent dit les nuls. Voilà, donc vous voyez qu'il a des cornes d'antilope, que c'est une chèvre et qu'il a un bouc. Mais on y reviendra sur ce Tragelaphus strepsiceros pour évoquer le problème de la dérivation d'un complexe question-réponse à un autre. Et je m'arrête là donc sur ces images. Allez heureux avec